Imo Week, le podcast spécial MIPIM 2024, en direct du Palais des Festivals de Cannes. Marie-Laure Leclerc de Souza, bonjour. Bonjour. Vous dirigez les activités de JLL en France, Belgique, Luxembourg et Europe du Sud. Alors j'avais une première question concernant l'intelligence artificielle, qui est un sujet dont on entend de plus en plus parler. D'ailleurs, vous avez récemment parlé à nos confrères des Échos concernant justement cet ensemble de technologies qui, selon vous, aura un impact sur la façon dont on détermine les besoins et les usages des locataires, sur la commercialisation des actifs ainsi que sur leur rénovation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, surtout que, a priori, en France, 7% des entreprises du secteur immobilier utiliseraient au moins une technologie de l'intelligence artificielle selon Eurostat. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet ? Alors l'intelligence artificielle effectivement est un sujet qui aujourd'hui est au cœur des stratégies des entreprises et qui est assez récent finalement dans la perception de l'ensemble du marché tertiaire sur la capacité à utiliser l'ensemble des datas collectées, maintenues et travaillées sur lesquelles on est aidé par une technologie qui pourra justement nous donner des informations plus concrètes, des synthèses beaucoup plus faciles, créées donc par au départ des algorithmes et une capacité de calcul beaucoup plus importante que celle que nous avions jusqu'à là, avec la capacité aussi de la mettre à disposition du plus grand nombre. Et c'est là que ça change totalement par rapport à ce que nous avions auparavant comme gestion de la data de façon générale et au niveau immobilier. Là, toute personne peut aujourd'hui travailler avec l'intelligence artificielle et toute personne peut travailler l'intelligence artificielle prédictive, générative, traductrice. Donc elle est diverse, elle est multiple. Le message qui est important, c'est de se dire qu'aujourd'hui, nos clients investisseurs et nos clients corporate ont besoin d'informations et de faits pour pouvoir prendre les décisions les plus pertinentes, les plus éclairées et les plus durables. L'intelligence artificielle ne doit être considérée que comme un outil complémentaire permettant à l'humain qui lui-même va analyser et prendre des décisions pour pouvoir justement les prendre plus rapidement peut-être, avec une vision plus exhaustive dans l'ensemble des contextes. Et aujourd'hui, je suis persuadée que l'immobilier tertiaire, mais pas que, va bénéficier justement de cette technologie qui est aujourd'hui, comme je vous l'indiquais, beaucoup plus démocratisée afin de pouvoir apporter des décisions appuyant une stratégie qui doit être décidée par l'ensemble de l'industrie. C'est vraiment une complémentarité, c'est la technologie qui vient au service de l'humain pour justement essayer de traiter un domaine, une quantité assez importante de données. On sait que l'immobilier justement fournit énormément de données et l'intelligence artificielle et tout ce qui est data permet justement de pouvoir récolter un maximum d'informations pour ensuite les traiter et essayer de faire en sorte que l'humain, en fonction de ces données, puisse prendre les meilleures décisions possibles quant à l'immobilier, quant au projet en cours. C'est tout à fait ça. Moi, je considère que l'intelligence artificielle est là pour rendre l'humain augmenté et en aucun cas remplacer l'humain. C'est vraiment le point qui n'est pas un détail, mais qui aujourd'hui peut être une mauvaise perception des choses. Nous devons justement travailler de façon différente et nous avons accès à une quantité d'informations qui est bien différente que celle que nous avions auparavant, avec aussi une mise en communauté de beaucoup d'informations permettant justement de pouvoir transformer la décision qu'on va prendre en faisant quand même attention aux limites de cette intelligence artificielle, puisqu'on a encore les phénomènes d'hallucination, on a encore des phénomènes qui aujourd'hui ne nous permettent pas de considérer que l'information est parfaite, mais en tout cas c'est la raison pour laquelle aujourd'hui cela peut nous aider dans l'immobilier tertiaire pour aller chercher une information et la confronter à une collecte de data beaucoup plus importante. C'est-à-dire que l'outil est présent, il est perfectible, il n'est pas encore totalement opérationnel, mais en tout cas il existe et il peut servir sur beaucoup de choses, notamment sur quels aspects concrètement vous parlez justement du bureau, du secteur du tertiaire, quels sont véritablement les quelques éléments vraiment importants que l'IA peut ramener. Est-ce que c'est sur la fréquentation d'un immeuble? Est-ce que c'est sur la présence des gens? Est-ce que c'est sur les mètres carrés utilisés ou à l'inverse qui ne le sont pas? Quels sont véritablement les éléments sur lesquels l'IA peut aider justement les Alors dans l'immobilier pur, donc on ne parle pas on peut parler de la gestion aussi, mais dans l'immobilier pur, d'abord cela passe par la collecte des informations. Donc la collecte des informations, typiquement, c'est l'immeuble intelligent, le smart building, c'est l'arrivée des iOS, donc toutes les possibilités de capter de l'information réelle. Une fois qu'on a capté cette information, on peut effectivement aller chercher beaucoup plus loin des résultats avec une analyse plus fine en la comparant à ce qu'on va trouver justement
justement sur l'ensemble des éléments mis à disposition de l'intelligence artificielle. Cela passe. On connaît tous un ChatGPT, par exemple, mais cela passe aussi par beaucoup de startups françaises qui ont totalement embrassé cette technologie pour pouvoir apporter des sources complémentaires et justement permettre à la machine d'aller calculer beaucoup plus vite un certain nombre d'éléments. Donc ça passe, comme vous le disiez, par la gestion des flux d'un immeuble, donc par l'adaptation aussi technique du bâtiment sur la température, sur les consommations énergétiques de façon générale, de sur proposer sur la géothermie entre autres, ouais. effectivement sur l'ensemble des flux du bâtiment, donc de prévoir. Donc c'est là où l'IA prédictive peut proposer justement des modèles prenant en compte aussi la météo, prenant en compte l'actualité des vacances scolaires. Toutes les informations sont prises en compte pour faire du prédictif, mais aussi du génératif. C'est-à-dire que le prédictif va vous permettre d'imaginer un futur et de le confronter à la réalité, tandis que l'IA générative va vous permettre de répondre à des reporting, des analyses beaucoup plus poussées, avec des benchmarks beaucoup plus poussés d'informations en open source qu'on peut trouver absolument partout. Donc là, c'est une des gestions, mais je pourrais vous en parler pendant tout le MIPI. Il y a effectivement énormément de façons de traiter l'IA dans l'analyse de sujets, dans l'analyse de rapports annuels, dans l'analyse de ESG, dans la capacité aussi de calculer la qualité des bâtiments. Donc on a aujourd'hui un champ des possibles qui nous est ouvert. On est un peu dans cette dynamique, alors on a appelé ça les smart cities, après on a appelé ça les smart buildings. En tout cas, voilà, c'est ces immeubles intelligents qui permettent de pouvoir faire en sorte d'optimiser au maximum grâce à l'intelligence artificielle, dans le contexte aussi de tout ce qui est économie d'énergie dont on parle énormément. C'est vraiment ça l'immeuble intelligent, et l'IA peut permettre justement de pouvoir mener ce combat. Tout à fait. On va passer aux nouvelles attentes justement qui émergent en termes d'aménagement d'immeubles de bureaux. Beaucoup de choses se disent sur le bureau, qu'il serait en crise, que certains secteurs seraient complètement délaissés, voire complètement vacants. Alors ça, il y a beaucoup de fantasmes aussi sur un certain nombre de choses. On parle du quartier de la Défense, on dit qu'à l'inverse, à Paris, il y a un recentrage qui est en train de se faire avec des entreprises qui étaient situées en périphérie et qui préfèrent faire le sacrifice d'un certain nombre de mètres carrés pour se recentraliser. Vous, justement, chez JLL, qu'est-ce que vous observez justement sur toutes ces attentes? Qu'est-ce qui relève du fantasme? Qu'est-ce qui relève véritablement de la vraie vie, de la réalité aujourd'hui? Alors, dans les bonnes nouvelles, on n'a jamais autant parlé de bureau. Deuxièmement, le bureau aujourd'hui est vraiment considéré comme un lieu de sociabilisation, de création et d'expansion, de croissance des entreprises. Donc là, c'est quelque chose qui est aujourd'hui quasiment acté. C'est-à-dire que le bureau bashing en Europe continentale, on en entend de moins en moins parler. Et nous avons un vrai retour au bureau, puisque je suis convaincue que post-Covid, on avait tous des tâches à effectuer dans des schémas bien rodés. Une fois que chacun savait exactement quoi faire, il fallait maintenant réinventer de nouvelles offres de services, recréer de nouvelles relations entre les personnes, faire du mentoring entre les plus juniors et les plus seniors. Et donc ça passe par de l'humain et par de la relation humaine qui est extrêmement importante. Donc le retour de bureau, pour moi, est quelque chose qui était déjà un petit peu derrière nous, avec un recalage en fonction des activités, des secteurs d'activité et des générations et des postes dans l'entreprise, sur la nécessité de travailler entre nous, puisque on l'a évoqué à l'instant. Aujourd'hui, la technologie pourrait remplacer plein de choses et plein de personnes. Rien ne remplacera l'intelligence humaine et l'intelligence collective. Donc c'est la raison pour laquelle, pour moi, le bureau bashing, on le met de côté. Concernant après les secteurs géographiques et l'impact immobilier que cela a, ce qui est certain, c'est que le bureau est nécessaire. Le bureau est un bien fondé pour l'entreprise. Par contre, l'exigence des entreprises est fortement accrue depuis tous les bouleversements que nous avons connus post-Covid. Et donc, de ce fait, toutes les notions étaient là avant. C'est juste une accélération des tendances et une accélération de l'exigence des entreprises quant aux lieux qui représentent leur entreprise, qui représentent leur marque pour leurs clients, pour leurs collaborateurs. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. De ce fait, certains secteurs, s'ils ne sont pas les mieux desservis, les mieux
localisé avec un cadre de vie, un environnement de travail qui donne envie aux jeunes collaborateurs de rejoindre une entreprise ou aux collaborateurs déjà en place d'être maintenus dans leur site, c'est là où nous avons une vraie transformation, avec une transformation sur l'empreinte immobilière en tant que telle. Et là, j'ai quelques chiffres, et c'est une bonne nouvelle pour le marché de bureaux en France. Premièrement, le retrait justement de ces entreprises qui étaient peut-être un petit peu éloignées des centres, qui se sont rapprochées des centres, donc ont pris un peu moins de surface parce qu'elles ont juste recalculé leur empreinte immobilière en bon père de famille, ce qui n'avait pas forcément été le cas auparavant. Deuxième sujet, elles veulent justement le bien-être de leurs collaborateurs et une mobilité plus douce, donc de se rapprocher des transports en commun, et avec aussi, comme je vous le disais, une porosité entre la vie professionnelle et la vie sociale qui fait qu'on a envie d'étendre son expérience du retour au bureau avec un petit peu plus de facilité, de commerce, d'envie de déjeuner ensemble. Et donc cela, il faut que ce soit aussi dans un environnement porteur. Donc ce schéma, nous le trouvons en France, mais nous le trouvons aussi dans toutes les métropoles de l'Europe continentale, où les gens, quand ils déménagent, les entreprises qui déménagent veulent avoir cette centralité, cette localisation plus importante en cœur de ville, mais aussi, cela fait part, donc à la troisième partie de votre question, de l'aménagement intérieur des bureaux, où on va aller dans le sens justement du collectif, du brainstorming, de la créativité, de la nouvelle offre de services. Donc on va minimiser le poste de travail individuel pour favoriser les espaces communs et qui vont créer de la valeur pour les entreprises, et de ce fait, ça a un aménagement différent. Et pour revenir au secteur de la défense, qui était le quatrième pan de votre question, la structuration du patrimoine de la défense est une structuration verticale, mais donc ça pourrait être une contrainte, mais on se rend compte que la défense aujourd'hui est un hub de transport, est un hub de business. C'est finalement un endroit où quand on est sur la dalle, on voit pas les voitures, donc ça donne aussi envie un petit peu de changer. Un gros travail a été réalisé par les acteurs de la défense pour transformer ce quartier de bureau en un quartier très humain, et donc ils y arrivent. Et donc pour moi, c'est une opportunité aujourd'hui qui est ouverte à la défense de pouvoir accueillir des entreprises qui étaient éloignées de Paris, qui peuvent aujourd'hui avoir accès à des immeubles de grande qualité, développant l'ensemble des éléments du développement durable, et étant donc sur ce secteur de la défense. Donc on voit arriver des entreprises de plus petite taille, mais de tout secteur d'activité, et ça redynamise complètement notre quartier d'affaires. Essayer aussi effectivement de reverdir ce quartier qui paraissait très bétonné, et on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites justement pour aller dans ce sens. Et comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, c'est pour essayer aussi de créer un lieu de vie qui ne soit pas uniquement un lieu de travail, mais qui puisse justement mixer différentes choses avec des commerces, peut-être des habitations et également à proximité. On sent qu'il y a vraiment un véritable besoin de mixité, et que c'est vraiment aujourd'hui ce qui peut faire la différence aussi bien à Paris qu'en périphérie. Totalement. Et pour moi, c'est là la clé de l'ensemble des sujets pour les prochaines années, c'est la mixité de notre patrimoine. On va évoquer le marché et les tendances sur plusieurs secteurs, sur plusieurs typologies d'actifs en immobilier, donc à la fois sur l'immobilier géré, le co-living, le commerce et la logistique. Donc là, on vient d'évoquer pour le coup le secteur du tertiaire. Sur ces quatre typologie, donc immobilier géré, co-living, immobilier de commerce et logistique, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle? Alors, nous avons la chance en France d'avoir des classes d'actifs particulièrement dynamiques, malgré le moment que nous traversons, et un attrait vers l'innovation et la transformation. Et c'est un point d'orgue aujourd'hui de notre marché, une des difficultés que nous rencontrons. Donc le MIPIM nous donne aussi quelques espoirs avec les annonces qui ont été faites hier justement sur les volontés de transformation. Donc vous m'avez tendu une perche sur la mixité. Pour moi, la mixité est un des sujets qui va permettre justement d'avoir peut-être plusieurs classes d'actifs dans un immeuble, qui pourrait être une réponse à la transformation d'un certain nombre d'immeubles d'un parc aujourd'hui obsolète, vieillissant et pas forcément bien placé. Et aujourd'hui, ces classes d'actifs, on pourrait les détailler une par une, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'important, c'est peut-être de les imaginer ensemble. C'est-à-dire aujourd'hui de les mixer, de les rendre complémentaires. On parle beaucoup de la mobilité douce et des centres-villes. On ne pourra pas à terme étendre les villes telles que nous l'avons fait depuis 50 ans, et on voit bien aujourd'hui justement la difficulté d'avoir des localisations très éloignées des centralités. Donc pourquoi pas imaginer justement dans des moments un petit peu d'opportunité, puisqu'on va considérer qu'une crise est hélas aussi un moment d'opportunité et de réflexion où on se
base sur d'autres choses, ces classes d'actifs pourraient donc être complémentaires, ce qui donnerait aussi beaucoup plus de pouvoir aux investisseurs de pouvoir diversifier leur patrimoine, leur collecte, et de ce fait, aujourd'hui, pouvoir répondre aux besoins que nous avons sur le logement en France, mais aussi sur la transformation de notre parc. Enfin, une dernière question concernant les perspectives de l'investissement en immobilier de bureaux et dans le résidentiel. D'ailleurs, je crois savoir que vous avez lancé une keynote hier pour le début du MIPIM et que vous récolterez les résultats, que vous les traiterez surtout pour savoir un petit peu où l'on en est à partir de la fin du salon. Voilà, pour essayer d'en savoir un petit peu plus justement sur l'investissement, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui en bureau, mais également en résidentiel. C'est peut-être le seul secteur que l'on n'a pas encore évoqué au cours de cette interview. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire, même si vous ne pouvez pas encore prévoir les résultats que vous aurez sur cette keynote. En tout cas, qu'est-ce que vous observez, quelles sont les grandes tendances selon vous qui s'en dégagent? Alors, je vais essayer de répondre à ce challenge. Donc, pour répondre à votre question sur le keynote, effectivement, historiquement, JLL a toujours clôturé le MIPIM par son souper du jeudi soir. Dans notre landerneau, c'est un rendez-vous. Donc, j'ai profité de ma nomination pour imaginer l'ouverture du MIPIM pour la France. Et effectivement, hier matin, nous avons réuni un grand nombre d'investisseurs à 8h30, donc vraiment le début du MIPIM, pour justement essayer de donner des idées, des convictions, des éléments même chiffrés que je vais vous délivrer maintenant, pour essayer de les confronter à l'ensemble du marché et voir de quelle façon nous pouvons porter un message que j'espère optimiste. Donc ce sont des estimations. Nous avons estimé, nous espérons ne pas trop nous tromper, que le volume d'investissement sur 2024 sera autour de 6,5 milliards d'euros en bureau, avec un taux estimé à 4,25. Donc là, c'est très général. Nous avons imaginé aussi faire le même challenge sur la partie résidentielle, où nous avons imaginé donc un investissement de 4 milliards d'euros sur un taux à 3,5%. Donc nous verrons effectivement si nos clients nous reviennent jeudi soir pour nous donner ces éléments et le retour sur ces paris que nous avons faits. On travaille même sur le commerce, justement sur ces volumes d'investissement. Je vous donne les derniers à 3,5 milliards et sur l'industriel et la logistique de la même façon. Donc avec des taux sur le retail à 4,35% et en industriel et logistique à 4,90%. Donc nous espérons avoir donné des résultats confirmés. Des résultats confirmés, et je vous annonce même, allez, soyons fous, une demande placée de bureaux en Ile-de-France pour l'année 2024 au niveau de à peu près 1,9 million de mètres carrés en demande placée, ce qui pourrait être finalement une très bonne année. Ce qui pourrait représenter une évolution de combien par rapport à l'année précédente à peu près? Ce qui serait une légère augmentation de 10% par rapport à l'année dernière, ce qui est très bien. Mais je suis aussi convaincue que nous travaillons sur des moyennes décennales qui dépassaient les 2 millions de mètres carrés. Et pour les raisons que nous avons évoquées aujourd'hui, c'est-à-dire une gestion bon père de famille de son empreinte immobilière, mais aussi l'avènement du flex qui a créé une rotation dans finalement des immeubles qu'on ne peut pas comptabiliser plusieurs fois. Donc de ce fait, on ne les prend pas en compte, mais je pense que ce serait finalement une bonne année avec un petit peu moins de volume en taille de deal, mais par contre beaucoup de deals et beaucoup de deals dans les ETI qui sont aujourd'hui très dynamiques en France. Merci beaucoup Marie-Laure Leclerc de Souza. Mille merci. Imo Week, le podcast spécial MIPIM 2024, en direct du Palais des Festivals de Cannes.